chers amis auditeurs, aujourd'hui on est venu à la rencontre des intervenants et des auditeurs du colloque organisé par le think tank Europe, animé par Gabriele Adinolfi principalement, mais avec des intervenants français, grecs, italiens, espagnols. Alors on est aussi avec Clovis Deforme, on s'était pas donné rendez-vous, mais voilà, c'est toujours un plaisir de croiser des habitués du micro de Fréquence Orage d'Acier. Alors Clovis, qu'est-ce que vous retirez de ce rendez-vous ? Eh bien, ce que j'en retire, c'est que ce projet porté par Gabriele Adinolfi, entre autres, qui avait été lancé il y a à peu près 1 an, je crois. J'avais eu l'occasion d'assister à la réunion de lancement, donc beaucoup de choses avaient été dites à ce moment-là, des choses très intéressantes, mais qui paraissaient un petit peu obscures, enfin un petit peu floues, et donc c'est assez intéressant aujourd'hui de voir comment est-ce qu'en 1 an les choses ont été précisées, comment est-ce que des orientations vraiment claires ont été définies pour travailler à la constitution donc d'organismes vraiment de pouvoir réel, dans la mesure où je ne veux fâcher personne, mais aujourd'hui le combat électoral semble quand même plus que bouché. Le combat culturel, ça fait 40 ans que des gens en parlent et à part 50 mecs qui font du béour et qui se tapent sur la gueule en France et en Wallonie, on voit pas quand même vraiment de résultats notoires. Donc peut-être que effectivement les perspectives imaginées par le projet Lansquenet et par le think tank Europe sont à l'heure actuelle les voies les plus porteuses dans la mouvance identitaire européenne. Comment est-ce que nous, militants français, franciliens, on peut s'insérer dans cette initiative ? Comme l'a rappelé M. Adinolfi, il y a quelque chose qui est absolument fondamental à mettre en place, c'est une école de cadre. Une école de cadre, donc c'est-à-dire des gens avec des compétences et pas simplement des arrivistes qu'on débauche opportunément pour investir comme tête de liste à telle ou telle élection. Vous voyez à quoi je fais allusion. Former des cadres pour ensuite occuper les leviers de pouvoir culturel, pouvoir économique et éventuellement aussi pouvoir politique et administratif. Alors on n'était pas très nombreux dans la salle, en revanche il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes femmes, ce qui est notable parce que c'est quand même une chose rare. Et c'est Gabriele m'avait dit ça il y a très longtemps, il nous avait dit que la présence féminine était un signe de santé mentale et de bonne santé des organisations politiques. Alors est-ce que là aussi il n'y a pas un signe d'espoir ? Bon, sans doute. Peut-être demander à Clara ce qu'elle en pense, elle. Alors Clara ? Si, je pense quand même, puisque par définition, je dirais que les jeunes femmes vont forcément éviter tout ce qui peut amener à faire peur ou des milieux dans lesquels qui pourraient leur être hostiles. Et là, pour le coup, non seulement ça suscite de l'intérêt, mais en plus, il y a une envie de participation. Oui, je pense que c'est très important. Et ça démontre une sainteté, entre guillemets, dans ce milieu, oui, c'est sûr. Alors il y a une autre chose aussi, c'est que les jeunes femmes aussi ont un sens pratique peut-être plus aigu que les jeunes gens. Et il se trouve que souvent en fait les jeunes femmes qui se rendent dans les organisations politiques, ils voient en fait on y brasse beaucoup de vent, on refait le monde autour d'une bière et puis finalement elles se lassent. Et là évidemment c'est là aussi qu'il y a un signe d'espoir, c'est que je crois que Adinolfi et l'ensemble de ses camarades ont tourné les choses vers l'action. C'est très important. Vers le concret et non pas les grandes idées un peu abstraites rabâchées depuis je sais pas 30 ou 40 ans. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait un camarade de l'Aube Dorée qui était là, qui a apporté son témoignage. A-t-il dit, lui n'est pas un politicien, ou en tout cas il l'est devenu, je dirais, à contre-cœur. Il remplit cette tâche à contre-cœur, il s'est lui-même défini comme un radical, et je crois que nos camarades grecs ont beaucoup à nous apprendre. Clara, vous en disiez un mot tout à l'heure de la situation en Grèce, je crois qu'on a beaucoup à apprendre de ce que font nos camarades grecs, et aussi peut-être le rappeler Gabriele tout à l'heure au micro, se départir de ce que l'alt-right américaine appelle le right punch, c'est-à-dire toujours trouver plus à droite que soi, plus méchant que soi, et finalement se dédiaboliser à peu de frais. Tout à fait. Non seulement, juste pour revenir sur ce qu'on disait, c'est que ça amène, ce genre de débat amène à des ouvertures et pas juste effectivement des idées toujours rabâchées. À des véritables projets qui naissent. Pour moi, c'était un des points les plus intéressants de cette journée, c'était de mentionner que toutes ces questions de dédiabolisation ou
tout ce qui est mené, en tout cas ce qui a été mené en France, et sûrement dans d'autres pays européens, mais en tout cas ici, particulièrement en France, ne mène tout à fait à rien en fait. Et la Grèce en est un bon exemple, tout à fait, oui. Clara, merci. Clovis? Vive l'Europe. Voilà, gardez un œil sur les initiatives de Europe et des Lansquenets et essayez de vous rapprocher de ça, même si vous êtes isolé dans votre province profonde. Même seul, on peut faire beaucoup de choses. Et puis rapidement, vous verrez, vous entourerez de camarades vaillants si vous êtes tourné vers l'action justement et qu'on ne se limite pas, malheureusement, à refaire le monde autour d'une bière. Voilà, on va interroger d'autres personnes, dont une des organisatrices. Alors on est avec Alix, une des petites mains de l'organisation, sans quoi tout ça ne serait pas possible. Alors Alix, on est à l'issue de ce congrès avec le think tank Europe et avec l'organisation Les Lansquenets. Il y avait une belle table de presse au fond, et puis les entrées étaient payantes. On voyait tout ça fonctionnait très bien. Malgré la chaleur, les conditions étaient idéales. Alors c'est quoi un peu la recette, les secrets de fabrication d'un congrès comme celui-ci? Eh ben, c'est justement l'esprit lansquenets, donc la dépersonnalisation de chacun, la cause à laquelle on croit, donc un grand esprit, la volonté de puissance, les vraies règles en fait, voilà, la ligne et la camaraderie européenne. Et j'étais en train de parler avec des amis et je disais que l'avantage de faire partie de ce genre d'aventure, parce que c'est une vraie aventure, on n'a pas le choix, il faut la faire de toute façon, c'est rencontrer nos camarades européens. Et j'ai fait un constat un peu dur pour les Français, c'est que le Français est un peu sinistre, un peu défaitiste. Moi je suis pour un fascisme souriant. Et donc on fait tout dans la bonne humeur, dans la camaraderie. On va retrouver des vieux Italiens, on va monter à cheval. On va en Transylvanie ensemble, on se fait des week-ends avec des Corses qui se donnent un mal de chien pour venir en métropole. Là, aujourd'hui, il y avait des gens qui venaient des Pays-Bas, rien que pour notre truc. Voilà, et avec le sourire. Voilà, ça compte vachement. C'est pour ça qu'on y croit. Aujourd'hui, Gabriel le rappelait au micro tout à l'heure, il y a un début déjà d'organisation avec plus de 18 langues différentes. Oui, oui, c'est vrai. On a rencontré, je l'ai rencontré. Il est venu à Paris. On espère justement se faire des petits voyages d'un côté ou de l'autre. Et puis on essaye de retravailler les langues, justement, c'est important, ça nous pousse un peu. Le français n'est pas très bon, en général. Donc on se donne du mal et on a rencontré un camarade norvégien qui nous a déjà traduit des cours et des choses. Donc oui, c'est une réalité. Il manque un peu les Français à la table, on sent quand même. Les Français sont pas les plus présents. Les Français sont pas les plus européens dans l'âme. Il y a des complexes, liés à l'histoire. Et puis un certain milieu que je disais assez triste, assez... on aime bien se retrouver autour d'un bar, nous aussi, mais quand on a travaillé 2 jours ensemble. Voilà. Oui, tout à fait. Je crois qu'en France, si on a des scores, on va dire, du parti unique qui sont absolument mirobolants, mais qui justement, du fait de l'attitude finalement assez peu distancée des militants, des électeurs, des sympathisants, même des cadres, et même de la direction, finalement, quand on prend un coup sur le museau, ça porte un impact durable. Il y a une grosse déprime. Et tout naturellement, les Lansquenets n'ont même pas besoin d'en parler. On n'a pas parlé des élections là, même pas. Je veux dire, chacun en conscience a voté ou pas. Beaucoup, oui, bien sûr. Mais quand Gabriel a dit, je savais le résultat, nous aussi. C'est pour ça qu'on se retrouve naturellement en fait. C'est une ligne. Ceux qui aiment l'Europe comme je l'aime, comme mes camarades Lansquenets, on ne croit pas à l'importance démocratique. Voilà, finalement, ce sera un outil. Un outil, mais comme un autre. Pas plus. Et malheureusement, beaucoup en ont trop investi là-dessus. Alors, quand vous serez au calme avec ces histoires électorales, venez, rapprochez-vous d'Europe. Rapprochez-vous des Lansquenets, regardez les vidéos que vous pouvez trouver rapidement sur YouTube, sur la chaîne tout simplement de Gabriel et Dinolfi, parce qu'il y a un vrai séminaire qui a déjà été mis en place en 3 langues, nous rappelait-il, en français, en espagnol, en italien, en anglais aussi je crois, non on traduit toujours, oui, en anglais, oui, on traduit aussi des articles. On est très amis donc avec nos camarades de l'Aube Dorée, Irène Dimopoulou nous fait beaucoup d'articles, on a un site parce qu'on a un think tank, beaucoup d'Européens contribuent à ça, mais tout naturellement, ça va très très vite.
vite. Donc on vous accueillera très volontiers, on a besoin de manpower. Voilà. Sachant que là on va essayer de retrouver Pascal. Il se passe aussi des choses en Europe orientale, du côté de l'Ukraine, l'Intermarium, tout ça est plein d'espérance pour nous. Merci Alix. Je t'en prie, camarade. Alors on est avec Monsieur PGL, qu'on a croisé à ce colloque. Il était à la table de presse. Alors Pascal, est-ce que tu peux nous donner quelques actus de l'Intermarium en rapport justement avec l'initiative d'aujourd'hui de ce colloque de Europe? Oui, bien en fait, il y a des initiatives équivalentes à celles des Lansquenet et du Think Tank Europe qui sont lancées en Europe et notamment en Ukraine. En Ukraine, c'est vrai qu'on voit souvent les nationalismes ukrainiens sous un prisme pour moi largement réducteur et erroné, notamment vu comme de purs instruments, de pures marionnettes d'intérêts géopolitiques étrangers, américains et occidentaux pour le dire. Moi, j'étais sur place. Se sont tenues que 2 conférences intereuropéennes, l'une consacrée au projet régional, au projet de géopolitique régionale de l'Intermarium, qui est la reprise en fin de compte d'une initiative qui avait déjà été lancée dans les années 30 du XXe siècle par le maréchal Piłsudski, dans un contexte de refoulement de la révolution bolchevique à la suite de la bataille de Varsovie en 1920. Et ce projet est réactualisé par une initiative, un think tank lancé par le mouvement Azov, justement pour positionner l'Ukraine comme un véritable acteur géopolitique alternatif. Et c'est-à-dire, en fait de compte, pour reprendre le terme que je crois Thiriat a employé à l'époque, l'Ukraine vécue comme un potentiel piémont pour une reconquête européenne. Donc en fait, le 27 et 28 avril, se sont tenues 2 conférences successives, l'une d'abord consacrée à l'Intermarium, qui est aussi appelé projet des 3 mers, parce que cet Intermarium a été élargi, donc il était parti initialement d'un axe Baltique-Mer Noire, élargi à l'Adriatique. Et ce projet d'ailleurs est parallèle à donc il irait jusqu'en Croatie, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce projet est parallèle à un autre plus officiel qui a été lancé par la première ministre croate, qui a proposé d'ailleurs au cadre de Visegrad de rejoindre ce projet. Mais là, si vous voulez, c'est une sensibilisation à un projet qui se veut une alternative à la fois à la Russie néo-soviétique eurasiste du système Poutine et à l'Union européenne occidentaliste. Et otanesque, bien entendu. Donc c'est la réactivation d'une véritable 3e voie dans cet espace-là, et des délégués qui étaient à la fois parfois des para-institutionnels et ensuite bien sûr des publicistes et des militants de structures nationalistes ou patriotiques, donc venus de tous les pays baltes. Il y avait des Polonais, il y avait des Bélarusiens, il y avait des Croates. Les Suédois aussi ont été très impliqués, souvent certains nationalistes au sein d'Azov, que ce soit sur le front ou que ce soit même déjà dès l'insurrection du Maïdan en décembre, je dis bien en décembre 2013, parce que là aussi les nationalistes ont leur version, si vous voulez, de leur participation à ces événements. Ils disent que la véritable révolution a commencé le 1er décembre 2013, lorsque ils ont fait le siège de l'administration présidentielle. Mais je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, cette réunion a été vraiment un succès. Elle aboutit à la formulation d'une déclaration commune. Et le lendemain, avec certains de ces participants, élargis à d'autres, s'est tenue la première conférence Pan-Europa. Donc là, qui vise aussi à élargir le projet Reconquista, aux mouvements nationalistes et patriotiques européens qui sont partants dans ce projet. Là aussi, positionner cette partie de l'Europe, et aujourd'hui l'actualité nous donne quelque part raison, on voit qu'au sein de l'Union européenne, ce sont les cas de Visegrad qui mènent une résistance. Ces néo-nationalistes d'Azov, je dis bien ces néo-nationalistes, parce que là, ça pourrait donner aussi, ça va être l'objet d'une émission, pour montrer qu'aussi le nationalisme ukrainien est pluriel. Là, on a affaire à des nationalistes pan-européens qui ont intégré des pans entiers de la vision du monde, on va dire pan-européenne néo-droitiste classique. On le voit notamment dans les activités culturelles qu'ils organisent régulièrement. Donc là, on avait, par exemple, pour l'Europe occidentale, outre des Suédois, on avait Sébastien Madificat de la Casa Pound, on avait Sibène Bissuel du GUD, donc juste avant qu'il lance son initiative salutaire du bassin social, et votre serviteur, là, qui était là aussi, ayant déjà fait une conférence il y a 2 ans. Donc, Est-ce que tu arrives à faire la navette justement entre ce qui se fait aujourd'hui autour de Europe et des Lansquenet et ce qui se passe là-bas autour du mouvement Azov, autour de cette initiative de l'Intermarium? Tout à fait, c'est un petit peu le rôle que je me destine, étant donné que visiblement j'ai quelques prédispositions et j'ai quelques facilités en tout cas pour cela. Donc moi je pense que
au-delà de tous les clichés, de tous les stéréotypes qu'on continue à entretenir sciemment ou innocemment, notamment en récupérant un storytelling russe de manière totalement acritique et inconditionnelle, je crois qu'on doit essayer de creuser cette affaire. Moi, c'est le but auquel je me destine. J'essaie de traduire régulièrement les communiqués ainsi que les comptes rendus de conférences qui sont publiés en anglais par la dynamique représentante de la section du département des relations étrangères d'Azov, Olena Semeniaka, jeune philosophe du politique spécialisée dans Junger et de la révolution conservatrice allemande. Oui, déjà des références tout à fait sympathiques. Et puis les choses sont très claires. Je veux dire, aujourd'hui, le mouvement qu'ils ont initié s'appelle Reconquista. Non, mais c'est très. Mais moi, je peux témoigner que dans les figures de référence, les figures de proue qui vertèbrent leur vision du monde, ce sont celles du Grèce des années 80, des années 70, des années 80, de la révolution conservatrice allemande. On faisait récemment, il y avait un hommage rendu à Ludwig Wener. On attend toujours la même chose de la part de nos amis eurasistes russes, petite parenthèse. Mais il y avait aussi d'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous dire, des Russes qui participaient à cette conférence. Les Russes du centre russe, qui sont des nationalistes russes qui sont exilés à Kiev, qui ont le FSB au cul, qui ne peuvent plus... Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des lois scélérates qui poursuivent les nationalistes russes pour séparatisme, parce que voulant une Russie... Même pas séparatisme, c'est la loi à géométrie variable de la loi contre l'extrémisme, qui permet de mettre tout ce qu'on a envie, selon les lois contre les hooligans, quoi. Exactement, donc c'est un éventail très large qui permet de réprimer du bobo pétersbourgeois qui manifeste contre Poutine jusqu'aux nationalistes russes qui traitent le régime Poutine d'antinational et non-soviétique, ce qui correspond à une certaine réalité. Donc ces Russes ont été à la fois des combattants sur le front. On oublie trop souvent que il y avait plusieurs dizaines de Russes qui combattaient d'ailleurs. Le russe est une des langues de communication de la bataille Azov. Tous ceux qui croient encore que on a réprimé la langue russe en Ukraine, à Kiev en particulier. Et d'autre part, ce projet est initié par des anciens du mouvement Votan-Jugend, notamment un jeune russe qui s'appelle Alexei Lievkin, qui est à la fois aussi un des chanteurs d'un groupe de black metal qui commence à se faire un nom, Molotr, mais aussi donc un Évolien de pur jus, qui s'amuse à parler de métaphysique de la guerre aux jeunes conscrits d'Azov, parce que là aussi, on a quand même, il faut bien se rendre compte qu'on a une dynamique nationaliste inédite dans cette partie de l'Europe, c'est-à-dire qu'on a à la fois une entité qui est un régiment, bientôt ils passeront presque à l'Imperial Brigade, un régiment nominalement intégré de la guerre nationale, mais en fin de compte, qui a choisi cette voie pour justement monter en puissance sans être emmerdé par les autorités oligarchiques de Poroshenko. D'autre part, on a un parti politique, le Corps national, on a une aile métapolitique, le Corps civil, on a une aile étudiante, l'avant-garde étudiante, on a un club littéraire, le club Flamme, on a un ciné-club, on a une branche jeune de colonies de vacances où on s'amuse à démonter les kalachnikovs et faire un petit peu de courses d'orientation pour les enfants. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement nationaliste, je pourrais éventuellement en reparler plus actuellement, qui est issu de l'organisation patriote d'Ukraine, est né à l'Est. Est né à Kharkiv, qui fut l'ancienne capitale de la République soviétique d'Ukraine. Donc ce sont à la base des russophones. Rien à voir avec le tant décrié nationalisme ukrainien de l'Ouest, galicien, bandériste, etc., qui parfois effectivement se révèle parfois plus provincial et plus chauviniste, même si on peut bien sûr comprendre les raisons de certains élans et excès chauvinistes. Donc là on a affaire à des nationalistes qui sont ouverts justement sur une dimension régionale et pan-européenne. Du fait même de l'équation particulière de leur région, justement, qui appelle finalement à croiser les identités et non pas à les additionner et non pas à diviser. Totalement. Je veux dire, là, pour eux, ils sont moins crispés sur la question de la langue, même si la question de la langue reste quand même sur l'actualité en Ukraine. Donc on passe de l'ukrainien au russe. Moi, je peux dire que les 4 jours que je passe, j'entends parler que russe, quoi. Par contre, quand je parle ukrainien, on me répond en ukrainien. En fait, tout dépend aussi de contexte, etc. Comme il y a beaucoup de camarades russes qui ne parlent pas ukrainien, donc on parle russe pour des raisons de respect, de commodité, etc. Donc vous voyez, là on a quand même, moi je dis souvent aux amis, l'Ukraine actuellement, si on doit prendre une analogie historique, c'est Weimar. C'est-à-dire c'est l'ère de tous les possibles. Weimar comme le pire, on a un pouvoir faible. Alors justement, je publiais là sur ma page Facebook il y a 2 jours, un article du Washington Post, écrit par un certain Jeff Cohen, qui est un haut responsable chargé des affaires pour les pays post-soviétiques et qui lançait un vibrant appel
pour que le gouvernement oligarchique de Poroshenko fasse quelque chose contre ces mouvements nationalistes ukrainiens qui commencent à monter en puissance, tiennent la rue, sont manifestés par des actes anti-LGBT, c'est le contexte de la Gay Pride en ce moment, qui est d'ailleurs microscopique en Ukraine. Il faut savoir qu'une caricature a été publiée il y a quelques jours, on voit deux clampins entourés de flics, il y a 4 fois plus de flics pour les protéger que de participants, et encore souvent la moitié des participants viennent d'Allemagne ou des Pays-Bas. Vous voyez. Donc on fait là aussi, tous ceux qui fantasment, notamment un certain auteur qui a sorti un bouquin récemment sur l'Ukraine comme une des avancées de l'offensive LGBT en Europe, on reste au niveau du fantasme. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne prend pas au sein de la population. Ça n'a aucune résonance, à part une minorité de bobos, d'urbains qu'on retrouvera dans toutes les capitales, même de l'Est européen, y compris en Russie. Même à Kaboul. Exactement. Donc c'est ultra minoritaire. Alors là, après les Ukrainiens, ils jouent. Après, bien sûr, ils donnent les gages qu'il faut. Là, ils voulaient obtenir la suppression des visas, c'est gagné. Donc ils ont laissé faire cette revision, cette sinistre revision, coincée entre métrosexualité et gay attitude, qui a été reçue comme elle était. D'ailleurs, je lui signalais que le Poroshenko devait faire une apparition. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que justement, les combats s'étaient aggravés sur le front. Il s'est dit, il est allé sur le front. Parce qu'il sait très bien que c'est en n'allant pas sur le front pour aller notamment remonter la morale ou plutôt encourager les troupes. Il y a eu pas mal de morts cette nuit-là. La population ne l'aurait pas comprise. Alors que les huiles venues de Bruxelles attendaient que le président soit là pour cautionner la soirée de gala, etc., etc. Donc vous voyez, même lui, qui est quand même extrêmement impopulaire, il sait qu'il est éjectable, il savait qu'il devait donner ses gages patriotiques parce que le patriotisme est tendance aujourd'hui et que paradoxalement, moi j'ai tendance parfois à dire, c'est une semi-boutade. Un jour ou l'autre, on élèvera peut-être une statue à Poutine. On va l'embellir quand même, je vous présente, ça c'est ma petite pique. Parce qu'en fait, il rend un immense service au nationalisme européen. Non, quelque part, non, je veux dire, cette guerre est une tragédie. C'est une tragédie humaine, sur tous les plans. Toujours. Mais c'était Franz Schaubecker, le nationaliste conservateur allemand, père du nationalisme soldatique, qui était le courant dans lequel s'écrivait Thomas Lefrain-Junger, qui disait à l'époque, en 1919, il fallait que l'Allemagne perde la guerre pour gagner la nation. Mais là, moi, j'aurais tendance à dire, il fallait que l'Ukraine connaisse cette guerre, une sorte de coup de poignard dans l'eau par le frère slave oriental pour gagner la nation. Et actuellement, l'idée nationale, la conscience nationale n'a jamais été aussi forte en Ukraine, y compris dans les zones qui ne s'étaient pas prédisposées. Notamment toutes les zones d'Ukraine du sud et de l'est qui étaient largement russifiées et soviétisées. Là, aujourd'hui, vous allez à Dnipro, vous allez à Zaporijie, vous allez à Mykolaiv. Je veux dire, les menées séparatistes, c'est une illusion qui a fait son temps. Le projet Novorossiya a échoué en Ukraine, et je pense durablement. Alors, c'est malheureux d'être arrivé là, parce que justement, on a vu que ce qui a présidé au déclenchement de ces événements, c'était plus que des raisons géopolitiques, c'était des raisons purement identitaires et civilisationnelles, dans le fait que une majorité de Russes ont toujours eu du mal à concevoir une identité ukrainienne distincte de la leur et qu'ils puissent échapper en quelque sorte à leur étreinte. La question de l'OTAN étant pour moi une question qui n'est pas loin d'être un prétexte, même si moi je pensais pas que un jour l'Ukraine pourrait rentrer dans l'OTAN. Et d'ailleurs la majorité de l'opinion était hostile à l'OTAN avant 2013. Aujourd'hui, malheureusement, il a dit autrement. Là aussi, ce sont des choses qui s'expliquent. Nos amis baltes savaient très bien qu'ils n'étaient pas dans l'OTAN. Ils seraient peut-être vus des petits hommes verts débarquer chez eux pour venir sauver les minorités russes opprimées. C'est toujours le prétexte, c'est toujours le principe. C'est-à-dire que nous, on paye en fin de compte le fait d'un vide stratégique, c'est-à-dire l'incapacité de l'Union européenne à avoir mis en place une véritable identité européenne de défense. On oublie trop souvent, dans le sillage de l'écroulement du pacte de Varsovie et du mur de Berlin, les pays nouvellement libérés de cette domination, Pologne, République tchèque, etc., ont d'abord frappé à la porte d'une coquille vide qui s'appelait Union de l'Europe occidentale. Voyant qu'il n'en était rien, ils se sont tués par l'OTAN, parce que là aussi, une deuxième chose qu'on oublie trop souvent, c'est que les discours chauvinistes et néo-impériaux nostalgiques n'ont jamais cessé en Russie, y compris sous Yeltsin. Ça ne date pas du raidissement sous Poutine, y compris dans la deuxième période de ces mandats, vous voyez. Moi, là, je peux montrer les documents à qui veut les voir, les références existent sur le net, elles sont accessibles, des discours à la fois venus des élites politiques ou des élites intellectuelles. Alors, qu'est-ce que les plus jeunes militants peuvent faire pour, se rapprocher de toutes ces initiatives ? Écoute, il y a un livre qui a été publié en langue anglaise. Il y a un recueil d'articles, de textes qui s'appelle Reconquista, qui a été publié en langue anglaise, qui n'est pas encore facilement disponible. Moi, par mon entreprise, j'essaie d'en faire venir en France. Il y a un site qui s'appelle Reconquista Tumblr.
donc qui fait part de l'actualité en anglais. Il y a une page Facebook qui s'appelle Reconquista France. Donc pour le moment, on essaie un petit peu de développer ces vecteurs. Puis moi, j'essaie de faire aussi un travail de traduction pour rendre ces textes accessibles et surtout permettre à tout un chacun de se faire une idée, en toute connaissance. Le problème, c'est qu'on souffre des déficits de connaissances dessus et surtout des stéréotypes, surtout des clichés qui pour moi relèvent soit de l'aveuglement, soit des fois de la paresse intellectuelle. Je crois qu'il est parfois difficile de sortir de sa zone de confort. Oui, de zone de confort qui permet d'expliquer plus facilement le monde. Là, on est quand même dans des situations beaucoup plus complexes. Et puis surtout, moi je crois que, je l'avais déjà dit il y a quelques années, l'idée de troisième voie redevient une actualité. Je l'avais dit d'un entretien donné à la revue ID en 2009 je crois. Et malheureusement, j'ai l'impression que les événements ont confirmé cette nécessité, cet impératif. On se trompe, moi je pense qu'on se trompe profondément sur la nature du pouvoir russe et surtout sur l'agenda géopolitique qui est le sien. Voilà, ils ont leurs intérêts qui sont légitimes. À nous de savoir, en tant qu'alter européen, là je précise bien, je me positionne pas en tant que souverainiste français, mais en tant qu'alter européen, qui considère notamment nos frères baltes ou d'Europe médiane ou ukrainiens, de par leur histoire tourmentée, comme des frères européens à part entière, qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Donc je crois que nous devons raisonner de ce point de vue-là. C'est aussi d'une manière le travail que fait le projet Lansquenet de Gabriele Dinolfi et du Think Europe qu'il a lancé. Et c'est ensuite le travail aussi du projet Reconquista, donc initié par nos camarades de Kenya. Moi j'ai tendance à dire, donnons-leur leur chance, prenons la peine de voir ce qui se fait. Soyons humbles aussi, ils ont beaucoup à nous apprendre. Moi je pense qu'ils ont beaucoup à nous apprendre parce que dans la conférence que j'ai donnée il y a à peu près un mois, je leur disais, nous pouvons nous apporter notre solide expérience, surtout doctrinale et du néo-totalitarisme, de la post-démocratie que nous vivons depuis plusieurs décennies. Vous, elle arrive chez vous, elle va déferler. Vous avez encore des ressorts. Une vitalité, ce que l'eurasiste russe, vous voyez, je prends des références, Lyov Gumilyov appelait la passionnarité. Il y a une passionnarité chez les Ukrainiens, chez les Bélarusiens, chez les Russes aussi, notamment ces Russes courageux qui ont quitté leur pays sans espoir de retour pour combattre aux côtés de leurs frères et jouer vraiment la carte de la fraternité slave. Qui, au contraire de la division qu'a mise en place la politique funeste de la guerre hybride menée par Poutine. Donc je crois qu'il faut leur donner leur chance et je crois surtout qu'il faut ne pas négliger ces cartes-là. Moi je crois que actuellement c'est vrai qu'il y a de quoi, la sinistrose touche un peu notre mouvance, beaucoup ont reposé leur espoir sur un parti politique qui selon moi encombre au contraire un espace immense, qui a montré plusieurs gars qui n'étaient pas à la hauteur. Pour peu qu'on s'en tienne bien sûr à l'intérêt d'une approche purement électorale du combat, ce qui n'est pas la mienne, vous le savez. L'Europe, elle est vaste, elle ne se réduit pas heureusement à une Europe occidentale en pleine déréliction, surtout avec aussi une population qui subit des décennies de sidération, d'abrutissement, de phénomènes incapacitants qui l'empêchent vraiment de réagir selon des réflexes qui étaient ceux des générations de nos ancêtres, vous voyez. Donc moi je crois que l'espoir qui réside dans le fait que l'Europe est un continent et que nous devons nous tourner avec plus de bienveillance et de curiosité et d'intérêt vers nos frères d'Europe médiane et orientale. PGL, merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Arnaud Naudin, oui. Qui était l'un des intervenants de cet après-midi. Alors Arnaud, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il ressort de cette journée ? Ce qui ressort de cette journée, c'est qu'effectivement, tout le monde est parfaitement conscient de la nécessité d'une autre Europe. Après, on arrive toujours au même point, c'est qu'au moment, comme avait dit un glorieux révolutionnaire qui a resté son coup il y a un siècle quasiment, quelques mois après, c'est que faire. Et la vraie question, c'est du que faire, c'est qu'on se retrouve plongé toujours dans la même alternative, c'est-à-dire l'alternative soit on est dans l'optique du souverainisme et de retour à la frontière pure, et d'abord avant tout des pays européens, ce qui est une ineptie, puisque on voit bien que là, les nécessités actuelles font qu'on ne peut plus être dans cette logique de la France seule. Déjà, il y a 50 ans, je pense qu'on ne pouvait plus être dans la logique de la France seule. Et sinon, c'est celle d'attendre de manière irénique une espèce de prise de pouvoir au sein de l'Union européenne. Alors déjà, je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas conscience, à mon avis, c'était le but de mon intervention, d'expliquer que, en fait,
ce qu'on appelle schématiquement l'Europe, ou plus ou moins même schématiquement l'Union européenne, c'est que c'est plusieurs centres de pouvoir. Donc il y a plusieurs façons de se comporter par rapport à ce pouvoir. Effectivement, il y a le pouvoir du Parlement et inversement du Conseil des ministres, c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement, qui est là, on va dire, l'optique électorale. Là, on peut essayer de rêver, mais bon, là, c'est que c'est assez très tangent, puisque on peut être parfaitement... Je crois qu'il faut être réaliste. Le 7 mai 2015, les Français ont voté un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Il a eu lieu, et les Français veulent rester. C'est-à-dire la victoire de Macron, Macron n'a jamais, comme j'ai dit lors de mon intervention, Macron n'a jamais caché son européisme. À contraire d'autres qui nous disaient oui, on veut être Europe, Macron, il a une logique claire. Et en plus, il n'a rien caché sur cette question, parce que c'est même le seul candidat qui a, lui, au moins été parfaitement, je dirais, au moins on peut lui connaître cette qualité-là et ce réalisme-là, d'avoir en quelque sorte toujours fait meeting avec les drapeaux européens. Donc on peut lui reconnaître cette qualité-là. Et l'idée, c'était une sorte de plébiscite pour l'Europe. Voilà, ah ben oui. Voilà, je veux dire, même Marine Le Pen a dit, voilà, le plébiscite pour l'Europe, il a eu lieu le 7 mai. Donc tous ceux qui nous disent, non, les gens veulent quitter l'Union européenne, non. Bien sûr qu'il faut la réformer, la transformer, peut-être la changer profondément. Ça, il y a des rêves iréniques, peut-être d'une longue marche, si je peux me permettre cette expression, par rapport à la mise en place d'une sorte de grande structure électorale de type national, et encore, c'est tellement divers, ou soit on considère qu'il y a des pays membres de l'Union européenne, pour certains membres de la zone euro et de Schengen, pas tous, en tout cas membres de l'Union européenne, qui restant sur leur ancrage national, restent au sein de l'Union européenne et qui considèrent qu'en s'alliant, ils peuvent être un contrepoids. Est-ce que vous ne pensez pas là à des pays comme la Pologne ou la Hongrie ? C'était l'objet de mon texte. Je pense que le groupe de Visegrad est à mon avis ce qui se fait de plus intéressant. Alors, tout en étant pas, comme j'expliquais, tout en étant parfaitement conscient que ça ne se passe pas de manière idyllique, puisqu'on a vu ces jours derniers les institutions de l'Union européenne vouloir attenter une action en justice contre ces pays importants sur la question. Ils font de la politique, ils sont dans un rapport de force. Voilà, oui, parce que ce qu'oublient certains souverainistes iréniques, c'est qu'ils n'ont pas compris que par essence, polémo, c'est le père de toutes choses, et la politique, par essence, c'est de la polémique et du conflit. Donc de sortir d'un truc parce qu'on veut pas de conflit, c'est-à-dire on veut sortir de la politique, donc on veut sortir de la vie. Voilà. Et après, il y a d'autres espaces qu'on peut profiter, c'est qu'à un moment, il y a tous les espaces de financement permis par l'Union européenne. Puisqu'il faut qu'on être conscient que c'est l'argent de l'Union européenne, c'est notre argent. C'est l'argent créé par les peuples européens. Donc on peut récupérer, on peut considérer que c'est une réappropriation de l'argent qu'on leur a donné. Et l'autre point, c'est qu'il s'agit de faire de la politique intelligemment et sérieusement, et ça s'appelle le lobbying. Alors qu'est-ce que les militants qui nous écoutent comment est-ce qu'ils peuvent s'insérer dans les initiatives de Europe et des Lansquenets ? Je pense que déjà la première initiative, c'est l'initiative de la formation. Je pense que c'est d'assister au cercle de formation, se former, et après c'est peut-être être conscient de se dire voilà comment, soit au niveau économique, soit au niveau politique, je peux me placer dans des institutions qui peut être, c'est que parfois même en ayant, je dirais, un ancrage parfaitement local, on peut avoir bénéficié de moyens permis par l'Europe. Et donc de créer ce que Adinolfi appelle des zones de pouvoir finalement. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est simple, si on ne les prend pas, d'autres les prendront à notre place. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on voit qu'il y a des zones de pouvoir qui sont aujourd'hui inoccupées, et c'est ça l'espérance, c'est d'aller sur ces zones-là inoccupées, et donc de ne pas finalement désespérer du système électoral, du fait des gadins qu'on a pris récemment. Mais c'est surtout, je pense que le meilleur moyen de ne pas désespérer de l'électoral, qui est une nécessité, c'est d'arrêter d'en faire un absolu. Arnaud, merci. De rien.